Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo concernant mon TIPE. Donc je suis passé fraîchement ce matin, donc j'étais dans les derniers à passer par rapport à ma classe parce que comme vous le savez on a fait un voyage dans lequel écoutez, on a bien marché et puis ensuite on a présenté nos TIPE le soir, mais moi je passais le dernier jour, donc ce vendredi matin. Et donc cette vidéo on va vraiment se concentrer vraiment que sur le TIPE. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, que ce soit sur ma présentation, sur mon ressenti, sur la préparation, ou même des questions directement par rapport au sujet que je vais vous expliquer tout de suite. Et je voulais prévenir pour les non-scientifiques, ou en tout cas pour ceux qui vont regarder la vidéo et qui vont se dire, bon, bah, si c'est un que je regarde, je vais pas comprendre. C'est quand même quelque chose qui est accessible à tous. Alors peut-être que deux trois détails vont vous échapper, mais globalement, je pense que vous allez pouvoir un peu tout comprendre. Donc je vais vous présenter ma présentation brute, exactement comme je l'ai faite ce matin. Donc sans prendre en compte les différentes remarques et les différentes améliorations que je peux faire. Et puis à la fin, je discuterai peut-être 2 ou 3 minutes par rapport à ce que m'ont dit mes profs et mes camarades sur ma présentation. Donc je vais juste prendre un chrono. Et puis nous sommes partis. À la base en fait je voulais utiliser un vidéoprojecteur que j'ai, sauf que là je dois tourner absolument maintenant. Et le seul mur blanc que j'ai où je peux projeter, il est en plein soleil, donc on voit strictement rien. Donc je me suis dit que je vais essayer de me mettre comme ça, incruster voilà ici l'image. Et tant pis, je pourrais pas vous montrer avec mes doigts précisément chaque courbe, mais bon, vous aurez déjà un petit rendu de ce qu'est mon TIPE pour la fin de la sup. Et donc j'ai encore un an à bosser dessus si je décide de le garder pour l'année prochaine. Ou alors peut-être que pendant les vacances, je choisirai d'en faire un autre. Donc, petit chronomètre, je vais essayer peut-être sur internet de vous trouver un chronomètre pour que vous voyez un petit peu combien de temps ça dure. Ce matin, j'ai tenu 14 minutes 45, le temps maximal accordé étant de 15 minutes. On est juste dans les clous. Donc là, bon, là, je vois plus ce que je fais, là, je vois juste le diapo, en espérant que ça marche et que je puisse tout enregistrer d'un one shot. Et donc, euh, clac, clac, clac. Et bah, on est parti. Donc, bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de mon TIPE concernant le principe du GPS, du fonctionnement d'un GPS, ainsi que le calcul des mesures des incertitudes qui lui sont associées. Donc le GPS il est présent dans la vie de tous les jours, notamment dans nos voitures lorsqu'on souhaite se déplacer ou encore sur des montres de sport comme celle-ci. C'est d'ailleurs exactement cette montre-là qu'on a utilisée pour réaliser notre expérience, une expérience statique qu'on verra par la suite. Donc pour tous les sportifs présents dans la salle, bon là je suis devant mon PC, mais pour tous les sportifs qui regardent ça à la maison, on s'est tous toujours demandé à quel point notre traceur GPS était-il précis. C'est-à-dire que ici par exemple on voit qu'on a une pente de 48,4%. Est-ce que cette pente est bien la pente réelle? Ou alors sommes-nous réellement à l'altitude de 2217 mètres sur cette montagne, alors que le panneau peut nous afficher éventuellement une altitude différente? De manière plus générale, en ville, lorsque vous avez plein de services agglomérés au même endroit et que vous souhaitez vous rendre rapidement et précisément à l'un de ces services, il vous faut une précision irréprochable de votre GPS. Et nous pouvons aussi parler par exemple des séances de sport avec le lycée. Le lycée étant situé dans une zone où il y a beaucoup de grands immeubles, d'interférences et de flux d'informations, il est important d'avoir, par exemple, lorsque vous faites des tours de piste, des calculs de position précis pour pouvoir planifier et vous améliorer. C'est d'ailleurs lors d'une séance de sport avec des collègues de la prépa que nous avons remarqué que la distance calculée par cette montre était légèrement différente de la distance qu'on avait parcouru en réalité, si on considère que la piste est bien de 250 mètres de long. Donc, on va s'intéresser justement aux causes des incertitudes qu'on a observées, d'où elles sont apparues. Et donc, pour faire ceci, dans un premier temps, nous allons parler du principe et du modèle du GPS. On va évoquer ce qu'on appelle la trilatération, et puis parler rapidement de ce que l'effet Doppler et la relativité restreinte. Puis, dans un second temps, nous nous attarderons un petit peu plus sur la longue expérience qu'on a réalisée. Donc, on la décrira et puis on interprétera un peu les résultats qu'on a pu sortir de cette expérience. Enfin, on verra tout ce qui est en rapport avec les causes de ces incertitudes qu'on a observées lors de notre expérience. Donc tout d'abord, le principe de la trilatération est vraiment le concept clé et fondateur du GPS.
C'est-à-dire que intuitivement, étant donné qu'on évolue dans un espace à 3 dimensions, on pourrait se dire que seulement 3 satellites suffisent pour calculer notre position sur la planète. Or, les satellites ont une horloge qui est très précise, sauf que notre récepteur, notre montre ici, elle ne peut pas embarquer d'horloge, par exemple, atomique, d'horloge très précise. Et donc, on va avoir une autre inconnue qui va être, entre guillemets, ce temps d'incertitude de la montre, ce delta t qu'on voit apparaître dans l'équation. Et donc, si on n'utilise que 3 satellites, on a 3 équations et 4 inconnues. Et donc ça vous donne les 2 positions que vous pouvez voir sur le schéma, dont une position qui est totalement aberrante, qu'on va pouvoir éliminer parce qu'elle ne se situe pas à la surface de la Terre. Mais si on veut résoudre correctement cette équation, il nous faut un 4e satellite qu'on appelle le satellite correcteur, ce qui nous donne une 4e équation, et ce qui nous permet d'avoir 4 équations et 4 inconnues, et donc de pouvoir résoudre le système et calculer notre position à chaque instant. Ensuite, lors du développement de la théorie du GPS, les physiciens connaissaient déjà ce qu'on appelle l'effet Doppler et le temps relatif. Donc l'effet Doppler, ça va être de prendre en compte les compressions et dilatations des ondes qui changent les fréquences des ondes émises lorsque, par exemple, l'émetteur et le récepteur sont en mouvement l'un par rapport à l'autre. Donc c'est très important à prendre en compte. Et le temps relativiste, donc issu d'un des 5 articles de 1905 d'Albert Einstein sur la relativité restreinte, enfin, dont cet article considère la relativité restreinte, c'est en fait de comprendre qu'on ne se place plus dans le cadre qu'avait fixé Newton, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un temps qui est absolu, mais dans un temps relatif qui dépend donc de la vitesse des appareils qui possèdent ces horloges, ainsi que le champ gravitationnel. Et à droite, on peut voir justement à quoi ressemble une horloge atomique. Donc c'est beaucoup trop volumineux pour être embarqué dans un GPS domestique comme une montre, et sûrement beaucoup trop coûteux. Donc maintenant, intéressons-nous un petit peu plus à l'expérience faite. Donc là, pour savoir, on est à presque 5 minutes. Donc cette expérience, elle a été faite d'abord réalisée sur le terrain de foot du lycée. On a placé cette montre-là totalement immobile au milieu d'un terrain et on a mesuré pendant 15 minutes une activité sportive quelconque. Et on verra qu'après qu'on a, entre guillemets, parcouru, en tout cas la montre a calculé une distance parcourue alors qu'elle est restée immobile pendant 15 minutes. Donc ce modèle, c'est la Garmin Forerunner 935 XT de chez Garmin. Donc c'est une montre réservée notamment aux triathlètes qui sont plutôt d'un niveau professionnel, donc une montre qui se doit d'être très précise dans les mesures pour pouvoir optimiser les entraînements de ces athlètes. Et donc, nous avons réalisé ensuite à la campagne, au milieu d'un champ, loin de tout bâtiment et loin de tout arbre, avec une météo, on va dire, relativement similaire à chaque mesure, 6 expériences. Donc, une heure de 15 minutes, une de 15 minutes, pardon, une de 1 heure, une de 3 heures, une de 10 heures, une de 19 heures et une de 22 heures. Et tout de suite, on observe, malgré ça, malgré que la montre était immobile au sol, qu'on a des distances parcourues qui évoluent en fonction du temps. Donc on peut se dire tout de suite, est-ce qu'on a une loi linéaire, est-ce qu'on a une loi peut-être exponentielle quand on voit que ça augmente comme ça. Et puis, comme vous le savez, quand on ne bouge pas, on ne change pas d'altitude. Or, là on voit qu'on a une ascension par exemple totale pour la dernière ligne, bon je ne peux pas vous montrer mais vous le voyez, qui est d'environ 45 mètres, alors qu'en réalité, elle n'a pas bougé. Et c'est justement sur ça qu'on va essayer de se pencher. Et pour se pencher sur les mesures qu'a effectuées la montre, il va falloir s'intéresser vraiment à décortiquer les systèmes et les algorithmes qu'utilise Garmin pour calculer ses positions. Donc là, on peut voir notamment où vous avez la petite carte qu'on voit que on s'éloigne jamais réellement beaucoup du point de départ, mais on a des petites variations. Et donc, on est allé sur le site de Garmin pour pouvoir exporter ce fichier qui est la représentation de chaque mesure. Donc, c'est des fichiers qui sont interprétables par les algorithmes Garmin, qui sont ici téléchargés, comme on le voit sur la droite, en TCX, qui est une extension du TXT. Et donc voilà, on a toutes les données, la latitude, l'altitude, la distance, etc. à chaque mesure. Et donc par exemple, pour une activité qui dure 22 heures comme celle-ci, on peut avoir plus de 70 000 lignes de code, d'où la nécessité d'utiliser un programme Python pour traiter ces données. Ce programme Python, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il se décompose en 2 grandes parties. Une première partie d'extraction des données. Donc cette partie d'extraction des données se divise en 3 sous-parties. Tout d'abord la récupération des informations élémentaires du fichier. Ensuite on va récupérer toutes les données qui nous intéressent dans le fichier. Et puis on va réaliser 2-3 petites
mesures, calculs pour avoir des choses exploitables dans nos graphiques. Et tout ça, du coup, on va le passer à la deuxième partie de notre algorithme qui concerne cette fois-ci l'exploitation et la production graphique, donc notamment des nuages de points ou encore des gaussiennes pour pouvoir un petit peu mieux comprendre tout ce qui se cache derrière cette boîte noire qui est la montre Garmin. Donc voilà, donc là on a ploté, entre guillemets, pardon, j'utilise des termes un petit peu techniques, mais on a représenté graphiquement les dérives de la montre, donc c'est-à-dire toute la distance parcourue en fonction du temps, donc la somme des erreurs des incertitudes. On voit tout de suite qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose d'assez linéaire quand même, donc une loi linéaire c'est vraiment une droite comme ça qui monte, et il faut savoir qu'ici on n'a pas tracé des courbes habituelles où on va venir relier les points comme ça, mais ici c'est vraiment des nuages de points, tellement on a beaucoup de mesures, on peut se permettre de juste placer point par point, entre guillemets l'algorithme c'est ce qu'il fait, et obtenir ce qui ressemble à des courbes. Attendez. J'ai perdu. Ce qui ressemble à des courbes, oui, voilà. Et donc là-dessus, on va pouvoir d'abord étudier comment est-ce que Garmin va venir découper ces intervalles de mesure et ces intervalles de temps. Et donc ici, on a tracé la répartition des intervalles de temps et des intervalles de distance. Et donc là, on voit que pour la plupart des mesures, en tout cas, on est sur des intervalles de temps qui sont inférieurs à 50 secondes. Donc on voit que chaque point, chaque activité est associée à une couleur et chaque point correspond à une mesure. Et que globalement, les intervalles de distance calculés sont inférieurs à 5 mètres. Et grâce au graphique de droite, c'est une densité donc pour la globalité des 5 activités, où on va venir voir la densité. Et donc là, avec des petites gaussiennes en haut pour vraiment comprendre là où on a vraiment le plus d'intervalles de temps et d'intervalles de distance. Donc au niveau des intervalles de temps, on va être aux alentours de 17 secondes, vraiment là où on a le plus d'intervalles de temps. Et au niveau des intervalles de distance, on va être sur quelque chose qui est de l'ordre du mètre, voire 2 mètres. Et donc là, on voit que c'est tout de suite, c'est pas du tout des mesures qui s'effectuent toutes les secondes lorsqu'on est immobile, et pas du tout, on va dire, des 10 cm qui s'ajoutent à chaque seconde. Donc, pour un petit peu mieux comprendre ce qu'on va raconter et appuyer nos propos, cette fois on s'intéresse à chaque activité. Et on voit ici que tous les pics de chaque gaussienne, donc représentant chaque activité, sont bien alignés au même endroit, c'est-à-dire que pour le temps sur environ 17 secondes, et sur les distances, on est de l'ordre du mètre. Et donc, c'est pas juste une moyenne, c'est vraiment pour chaque activité et chaque durée qu'on a ce phénomène. Et donc, ce qui est important à comprendre, c'est qu'en réalité, la montre, comme je l'ai dit juste avant, elle ne va pas ajouter une incertitude du coup de 10 cm à peu près par seconde, parce que ici, si on trace notamment les régressions linéaires, on voit qu'elles épousent très très bien leur courbe, et on est aux alentours de 10-12 cm par seconde, mais avec ce qu'on a vu avant, en fait, on va avoir plutôt une incertitude de 1 mètre ou 2, qui va s'ajouter peut-être toutes les 20, 30, 40 secondes, voire peut-être plusieurs minutes des fois, plutôt que 10 cm par seconde. Donc en réalité, on n'a pas quelque chose qui est linéaire, mais en fait, on va avoir quelque chose qui fait des sauts comme ça, qui fait des petits sauts et des petits paliers. Et de loin, on a l'impression que c'est très linéaire. Donc là, sur ce graphique, on voit vraiment bien que ça, voilà, globalement, ça épouse bien les courbes, ça passe un peu au-dessus, un peu en dessous. Et si on trace cette fois-ci la moyenne de toutes ces régressions linéaires, on voit que globalement, elles suivent toutes ce même coefficient qui, comme je l'ai dit, est d'environ 10 cm par seconde. Donc là, je voulais rapidement parler de ce qu'on appelle une moyenne non pondérée et une moyenne pondérée. Donc nous, on a décidé d'utiliser la moyenne non pondérée, c'est-à-dire que notre moyenne ne dépend pas de la longueur, en tout cas du nombre de mesures d'une activité. A l'inverse, la moyenne pondérée prend en compte la répartition des données, enfin des mesures, c'est-à-dire que par exemple pour la grande courbe bleue de 22 heures, on voit qu'il y a beaucoup plus de mesures, alors que pour la petite d'une heure, il y en a beaucoup moins. Du coup, une moyenne pondérée serait quasiment collée à la pente bleue, parce que la pente rose apporte quasiment aucune donnée. Oula, je vais tout faire tomber. Bref. Ensuite, on a tracé donc toutes les régressions linéaires de chaque activité avec la moyenne au milieu. Et on voit que malgré tout, même si ça se suit globalement, à chaque fois, il y a un petit écart qui augmente dans le temps, comme ça. Et donc, cette fois-ci, on va essayer de s'intéresser à cet écart. Donc là, on a tracé une enveloppe de plus 1% et moins 1%
des incertitudes pour essayer de voir si on peut se fixer un cadre par rapport à nos paramètres qui respectent et donc que la modélisation respecte bien des conditions données. Et ici, on voit que vraiment les courbes sont vraiment bien dans l'enveloppe, elles sont bien centrées. Là, si on éclaircit un peu le tout, on voit vraiment que bah oui, il n'y a pas de raison, ça satisfait bien nos expériences et nos résultats. Et donc maintenant, on va pouvoir directement passer on va dire, à l'explication de ces différentes incertitudes observées. Donc tout d'abord, on peut parler de ce qu'on appelle la ionisation dans la troposphère. La ionisation, c'est par exemple lorsqu'un satellite va envoyer une onde électromagnétique donc à votre récepteur, votre GPS qui est resté sur la Terre, on va avoir des phénomènes de réfraction des ondes, un petit peu comme en optique géométrique, comme vu en début d'année en physique. Et donc l'onde va parcourir des fois un petit peu des trajets qui sont légèrement différents qu'un trajet en tout droit. Et donc, étant donné que l'indice de réfraction dépend, comme on va le voir juste après avec la formule, dépend de la composition de l'atmosphère et que, de par les phénomènes météorologiques et le fait que voilà, dans le ciel, la composition change tout le temps, et on a ces petites incertitudes qui apparaissent et qui sont nos sources d'erreur. Et donc là, sur la formule, on voit que on a un terme constant devant, et ensuite on a une somme qui dépend en fait des atomes, donc de la densité d'électrons, de la fréquence, ce qu'on appelle la fréquence d'absorption, et d'un coefficient de dissipation gamma k qui peut être négligé, notamment quand on est sur des ondes qui sont inférieures à 30 MHz. Autre chose, ce qu'on appelle le phénomène de multitrajet. Donc par exemple, vous êtes proche d'un bâtiment avec votre récepteur, et bien le signal il va pouvoir taper d'abord sur le bâtiment, se réfléchir sur le bâtiment avant d'arriver sur votre GPS. Et donc on a un delta de temps et un delta de distance qui est un peu plus important, ce qui peut fausser vos calculs et donc vos mesures. En conclusion, à la base de ce TIPE, on voulait faire une approche un petit peu plus calculatoire en utilisant directement les données que le GPS envoyait. Or, ces données, elles sont confidentielles, elles sont notamment réservées à un usage militaire. Et comme on l'a vu juste avant, il fallait avoir des notions de physique beaucoup plus abstraites comme la relativité restreinte ou bien comprendre Doppler, ce qui est vraiment hors de notre portée, donc on ne pouvait pas faire ça. Donc on a réalisé une expérience beaucoup plus simple, sans prendre en compte les algorithmes intelligents de Garmin, parce que Garmin, il va lisser votre effort pour éviter comment on appelle ça, les erreurs. Et au final, on peut aussi parler des causes d'incertitude qui peuvent être réduites avec des moyens très importants. Par exemple, un gouvernement, il peut posséder plusieurs satellites météorologiques. Et donc, pour la ionisation qui s'effectue dans la troposphère ou même dans l'exosphère et les sphères au-dessus, il va pouvoir calculer précisément la composition de l'atmosphère pour prendre en compte tout ça dans ses calculs et dans la formule qu'on a juste avant, pour pouvoir ajuster ses calculs de position. On peut aussi dire que on a besoin d'un minimum de 4 GPS, 4 satellites, pardon, sauf qu'on peut utiliser beaucoup plus. On peut peut-être utiliser 5, 6, voire 10 satellites, et là on va vraiment avoir quelque chose de très précis. Et au final, je dirais que le système GPS, malgré les incertitudes qu'on a pu voir sur une expérience quand même relativement simple, pour un usage domestique, il reste vraiment très précis, de l'ordre du mètre, et pour des usages diplomatiques, on est vraiment de l'ordre du centimètre. Voilà, merci pour votre écoute, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, ça c'était pour la présentation. Donc j'ai tenu là 16 minutes, donc une minute de trop. Bon, c'est parce que voilà, un peu de fatigue, à un moment ça fait risquer sa gueule, à un moment j'ai eu un blanc. J'ai expliqué parfois un petit peu deux, trois autres trucs, alors que, parce que d'habitude ça va mieux en montrant directement. Je me suis des fois un peu arrêté parce que je me suis dit, il y a peut-être des gens qui comprennent pas tout ce que je raconte parce que c'est un peu des sciences, donc j'ai un peu détaillé. Mais voilà, globalement, je tiens 14 minutes 30. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que j'étais bien sur le côté pour qu'on voie le diapo et que. Enfin bref, ça je verrai plus tard au montage. Voilà, au niveau des questions qu'on m'a posées, on m'a demandé tout d'abord. Donc il y a quelqu'un qui m'a demandé quel était le lien avec la ville pour le GPS. Donc cette question, je l'ai assez vite remballée parce que. Bon, même si c'était peut-être pas assez explicite, et c'est ce qu'a dit mon prof, dans le sens où, voilà, je parle de service dans la ville, mais bon, pour moi, c'était évident que tout le monde sait que le GPS, en fait, en ville, il est super important pour tout, on l'utilise tout le temps, tous les jours. Donc, ouais, c'était pas une question vraiment très intéressante, je vais dire. Une autre question posée par cette même personne, c'était l'ordre l'ordre de grandeur, l'ordre d'idée un petit peu des perturbations ionosphériques. Donc ça, j'ai dit que je savais pas, donc j'ai brodé quelque chose pour faire genre que je savais raconter éventuellement quelque chose. Bon, ça s'est un peu vu que à la fin, je suis revenu en disant que voilà, on peut pas le calculer précisément, mais en tout cas que nous, on a observé des incertitudes
qui différaient légèrement en fonction de la météo qui était légèrement différente. Donc c'était assez intéressant à voir. J'ai eu d'autres questions sur les horloges atomiques. Donc j'ai essayé d'expliquer rapidement ce qu'était une horloge atomique. Ça se base sur la décomposition des atomes. Par exemple, le temps est fixé, je ne sais pas si vous savez, mais le temps c'est du genre un truc 200 000 périodes de demi-vie de l'atome d'uranium ou un bail comme ça. C'est vraiment des horloges qui sont d'une précision, je ne sais même pas pourquoi je dis ça, mais qui sont d'une précision très très importante. Et donc voilà, en fait, cette horloge atomique, je l'ai placée juste pour dire que en réalité, on peut pas. C'est un peu la cause de pourquoi est-ce qu'on a ce delta t de temps d'incertitude dans nos premières équations. J'ai eu ensuite une question sur mon enveloppe de plus ou moins 1%, comment elle était calculée. Et donc là, bah, en fait, elle est calculée, je prends mon coefficient directeur de ma droite et j'ajoute à chaque mesure, j'ajoute plus 1% au-dessus et moins 1% en bas, ce qui trace une espèce d'enveloppe un petit peu carrée, parce que j'ai mis tout ça au carré, parce que j'ai voulu représenter entre guillemets un petit peu la variance de nos mesures. Et c'est un petit peu le cas limite, si vous voulez, si à chaque mesure, on avait l'incertitude maximale. Donc si on avait l'incertitude maximale à chaque mesure, on aurait vraiment toutes ces courbes qui sont je sais pas comment je fais là, en carré là, qui s'écartent. Sauf que bah, la plupart du temps, heureusement, on n'a pas de mesures d'incertitude qui sont calculées, donc c'est pour ça qu'on est sur quelque chose de très droit et très très centré globalement. Voilà, je réfléchis encore, savoir s'il y a d'autres questions qui m'ont été posées qui étaient très intéressantes. On m'a dit que par exemple mon logigramme sur la structure du programme était un petit peu incompréhensible parce qu'il y avait trop de texte. Oui, mais en même temps, j'ai laissé les grandes lignes. C'est-à-dire que j'ai lancé les deux grosses boîtes, je parle des deux grosses boîtes, et après j'ai mis un petit peu plus de détails pour si jamais pendant les questions on me posait éventuellement plus voilà, que j'apporte plus de précision sur le code précis utilisé, parce que c'est quand même un programme assez conséquent. Il y a peut-être 400 lignes de code Python assez stack. Donc voilà, on m'a dit aussi d'éventuellement parler un petit peu moins de tout ce qui est théorie, donc principe de la trilatération et tout ce qui est cause des incertitudes, de faire un petit peu moins de théorie et de parler encore plus de l'expérience. Bon, l'expérience, par rapport à tous ceux que j'ai vus, déjà les trois quarts, ils n'avaient pas d'expérience. Et l'expérience, j'en parle quand même 12 minutes. Donc sur les 15 ou sur les 16, ça fait quand même relativement beaucoup. Mais bon, voilà aussi, je voyais pas vraiment parce qu'on m'a dit peut-être parler un peu moins des causes des incertitudes. Mais en fait, tout mon TIPE se base justement sur est-ce qu'il y a des incertitudes et comprendre d'où viennent ces incertitudes. Et donc, si à la fin je dis bon, bah ok, il y a des incertitudes, mais j'explique pas d'où elles viennent, ça me paraît peut-être un peu incohérent. Mais tout ça, de toute façon, on va le retravailler l'année prochaine. Euh, J'aurais bien fait un autre TIPE, peut-être encore plus intéressant parce que je sais que vraiment, si je me mets vraiment à fond dedans, là on a vraiment fait ça en une semaine à la fin quoi. Mais si je me mets vraiment à fond dedans, on peut vraiment faire quelque chose de quali et ça rapporte par exemple 20% de la note des euros au concours central. Mais en même temps, je me dis que bah, quand j'ai vu les autres et quand j'ai vu comme le prof a dit que ça avait l'air pas mal, je me suis dit bah, avec une ou deux autres expériences l'année prochaine, un peu moins de théorie et je refais un peu tout bien carré, on peut éventuellement avoir quelque chose de qualitatif sans beaucoup plus travailler. Donc on aura déjà bien assez de choses à travailler l'année prochaine, on va dire. On va dire ça comme ça. Voilà, sinon on m'a dit que... Qu'est-ce qu'on m'a dit de spécial? On m'a dit que globalement c'était pas mal. Moi j'ai demandé à deux trois potes qui sont venus me voir parce que voilà, il y avait en jury, il y avait, je sais pas, peut-être 10 ou 15 personnes, dont le prof et puis après des élèves qui posaient leurs questions. Sur la forme, on m'a dit que c'était pas mal, que voilà, juste peut-être, en fait, j'avais le vidéoprojecteur un petit peu loin de moi, donc j'étais pas très à l'aise, et donc en fait, j'ai même oublié un peu de regarder les gens, alors que d'habitude, bah, j'arrive à faire la part des choses, à regarder le tableau et ensuite venir parler aux gens comme ça, les regarder. Là, enfin, j'ai un peu oublié, j'étais un peu, voilà. Mais bon, ça, c'est qu'une question de timing et d'entraînement, en sachant que voilà, on s'est entraîné pour la première fois la veille à 23 h et qu'on passait bah, le lendemain à 9 h quoi. Donc on est plutôt content du résultat. Quant à mes teammates, on va dire ça comme ça, qui sont passés, ils ont plutôt bien réussi, donc c'est cool. Ils ont pu répondre pas mal aux questions. Par exemple, ils ont eu la question de qu'est-ce que la troposphère, que je parle. Donc la troposphère, c'est la zone de l'atmosphère entre la surface jusqu'à environ 8 à 15 km. Et c'est la zone pendant laquelle bah, plus on monte, plus la température
chute, entre guillemets. Et ensuite, en fait, on a une limite, donc ça dépend où on est au niveau de la Terre, c'est pour ça que c'est entre 8 et 15 km. Après, on a une limite, et au-dessus, la température n'évolue plus du tout de la même manière, et donc on se trouve, il me semble, dans la mésosphère, ou quelque chose comme ça, bref, c'est pas très important. On est déjà à 25 minutes de vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'ai peut-être oublié de parler de choses, dans mon diapo, j'ai sûrement oublié plein de choses. Voilà, j'ai fait un petit peu plus de 15 minutes. Dites-moi aussi ce que vous en avez pensé. Donc c'était un sujet, on m'a dit, qui était plutôt intéressant parce qu'il était personnel et que c'était où il y avait pas mal d'expérience et peu de théorie. Donc voilà. Sur ce, moi, écoutez, on se retrouve là dans une demi-heure. On a sûrement les résultats de savoir si qui est pris, ou je les ai peut-être déjà d'ailleurs, mais là je suis en ne pas déranger donc je peux pas voir. Qui est pris en MP étoile ou en MP normal ou en PSI étoile ou en PSI. Parce que notre conseil de classe vient de se finir actuellement. Et donc on va voir ça dans la vidéo de la semaine prochaine qui sera un bilan un petit peu sur toute la sup. Je n'ai pas oublié non plus la vidéo avec le PCSI, mais il m'a appelé le matin où on devait tourner la vidéo, il était malade. Donc on a reporté ça pendant les vacances parce que voilà, on aura beaucoup plus de temps. Sur ce, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine et ciao!